Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1111 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 novembre 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Thomas Nicolon pour cette grande discussion au coin du feu. Nous allons dans un premier temps voyager sur plusieurs continents, en Afrique, en Amérique centrale, puis en Australie, avant d'aborder le contenu de ton sac photo, puis la manière dont tu pitches tes sujets aux éditeurs. Et on va commencer par le Congo, sujet de ton ouvrage, qui est le fruit de 10 ans de travail. Parmi les différents sujets que tu as pu photographier, les gorilles font partie des espèces les plus emblématiques. Nous y avons d'ailleurs consacré toute une émission la semaine dernière. Juvel Mungwabu, avec qui tu as été plusieurs fois dans le parc national de Nwabale Ndoki, en République démocratique du Congo, alors qu'il était assistant de recherche sur les gorilles au sein de la Wildlife Conservation Society, nous rappelle les bons comportements à adopter sur le terrain. Nous, étant donné que c'est un site de recherche et un site touristique, donc on avait des groupes de gorilles qui étaient déjà habitués, 3 groupes de gorilles déjà habitués. Et donc, quand on recevait un photographe, un touriste, les précautions à prendre, c'est déjà suivre les instructions qu'on va te donner, donc notamment travailler en étroite collaboration avec les personnes auxquelles les gorilles sont déjà habitués. Donc, nous, les assistants de recherche, les pisteurs et autres. Donc, moi, j'étais avant assistant de recherche, donc, où on a travaillé avec Thomas. Donc, moi également, par exemple, quand j'étais arrivé, j'étais nouveau. Donc, les précautions, j'ai travaillé avec les pisteurs. Donc, suivre tout ce qu'ils me disaient sur le terrain. Donc, là-bas, c'est eux qui étaient les experts parce que ils ont grandi dans la forêt, ils ont médité ensemble avec les animaux sauvages. Donc, ils avaient la maîtrise sur comment éviter un tel danger, s'ils nous attaquent, comment faire. Donc, quand on a essayé un peu de suivre ces instructions-là, au début, c'était difficile, mais après, on s'était habitué. Donc, pareil qu'on a fait quand on avait reçu Thomas. Quand on l'a reçu, c'était pareil. Il y a un briefing à faire pour essayer un peu de l'imprégner. Et une fois qu'on s'est rendu sur le terrain, en face même du groupe habitué, et voilà, on maintenait une distance de 10 mètres pour ne pas être trop proche des animaux. C'est comme si on les regardait pas trop, parce que plus tu vas rester les yeux braqués sur eux, tu vas attirer leur attention. Donc, on prenait une position comme ignorant, mais on était là présent. Et lui, derrière, il profitait de faire ses images, il profitait de faire ses tournages. Et nous, on était focus sur la collecte des données parce que nous, on sortait normalement pour aller prendre les données sur le comportement, sur l'alimentation, sur la sociabilité entre les individus. Et lui, derrière, il profitait de faire les images sur tout ce qu'il voyait intéressant sur le terrain. Donc, les précautions à prendre, c'est suivre le protocole. On a un protocole, bon, ça varie d'un site à un autre. Chez nous, là-bas, on maintenait la distance parce que c'était déjà des groupes habitués. On pouvait se tenir dans leur présence toute la journée sans qu'ils soient agressifs, mais pourvu qu'on puisse garder la distance. Je pense que c'est ce qui est plus important. Maintenant, pour ceux qui vont faire face aux groupes de gorilles non habitués, et là, c'est difficile. Donc, il faut se mettre vraiment aux aguets pour qu'ils puissent t'accepter aussi facilement sans qu'ils puissent se sentir en danger. Parce que même les flashs, voilà, surtout pour les photographes, la particularité, quand on prenait les photos, on leur demandait d'éteindre le flash. Parce que quand les gorilles ou bien les animaux ressentaient ou bien recevaient cette lumière, ils pouvaient se sentir en danger et attaquer. Donc, la journée, on arrêtait ça pour qu'on puisse avoir la possibilité de faire des belles images sans se sentir en danger. Bon, c'est naturellement le trait d'union avec l'émission qu'on a fait la semaine dernière, mais on a quand même envie d'entendre ton point de vue sur la technique d'approche de cet animal si particulier. Beh, c'est vrai que la photographie des grands singes, elle est facilitée par le fait que, c'est des groupes qui sont habitués par les scientifiques et ce qu'il faut comprendre, parce que je veux pas de malentendu là-dessus, ce ne sont pas des animaux apprivoisés. Mmh, mmh. Ils sont habitués par les scientifiques, c'est-à-dire tout simplement quand il y a une base scientifique, une station de recherche qui est installée dans la forêt avec des scientifiques qui veulent étudier des grands singes, bonobos, chimpanzés, gorilles pour l'Afrique centrale, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont repérer un groupe de gorilles qui
est actif dans la zone, qui vit dans la zone, et tous les jours, ils vont voir ce groupe de gorilles. Alors bien évidemment, le groupe étant sauvage, au début, le groupe fuit. Le mâle dominant, le dos argenté, peut parfois montrer un peu d'agressivité, en tout cas d'attitude de défense. Et les pisteurs y retournent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et au bout de plusieurs mois, le groupe est ce qu'on appelle habitué. Et donc, on peut être là devant eux, ils sont habitués à notre présence, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça permet de. Et c'est pour ça qu'on a de si belles photos de gorilles de beaucoup de photographes, c'est parce que les gorilles sont habitués. Bah, c'est ce que font Jean-Michel Krief et sa femme Sabrina en Ouganda, hein, puisqu'ils suivent une communauté de chimpanzés. Les chimpanzés ont des noms et comme tu le dis, ils ne sont pas du tout apprivoisés, ils sont habitués. La nuance est super importante. Juvel, dans son témoignage, il parle aussi justement des animaux qui sont non habitués. Est-ce que tu as déjà fait face à des gorilles ou tu as rencontré des gorilles sauvages? Ils sont tous sauvages, mais on va dire non habitués. Oui, j'ai eu cette chance. Une chance très, très intimidante. C'était dans le parc national de Nwabale-Ndoki, justement, alors pas dans le site où travaillait Juvel, un autre site de recherche encore plus loin dans la forêt, qui s'appelle Gwalugo. Et on s'approchait d'un bail. Un bail, c'est une clairière au milieu de la forêt tropicale. Le bassin du Congo est parsemé de bails. C'est des clairières dans lesquelles les animaux se rassemblent parfois pour manger ou pour socialiser. Et à l'entrée d'un bail, on est tombé sur un mâle non habitué qui a vocalisé de manière extrêmement forte et intimidante. Il est parti dans la direction opposée, il n'est pas venu vers nous. Pas la moindre seconde pour prendre une photo. Déjà, il y a le choc d'entendre un tel cri d'animal sauvage dans la forêt. Donc, on n'a pas le réflexe de prendre l'appareil. Et puis ensuite, l'animal part et on n'a pas le temps de faire de photos. Et ensuite, j'en ai souvent entendu des non-habitués, mais jamais pu faire de photos. J'ai aussi eu la chance de voir des bonobos, ce qui est encore plus difficile, non-habitués dans le parc de la Salonga en RDC. Mais oui, on peut souvent croiser des non-habitués, mais alors là, la rencontre est toujours extrêmement furtive. Hmm. Alors, tu as reçu un prix photo pour un portrait d'un chasseur de crocodiles nains. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette espèce et sur les coulisses, en quelque sorte, de cette image? Ben, j'avais travaillé il y a longtemps déjà sur un projet sur la viande de brousse, qui est un gros danger pour la faune en Afrique centrale. Mais en même temps, c'est très complexe. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y a un danger pour la faune, mais en même temps, les gens qui chassent, ils voient ça comme le seul moyen de joindre les deux bouts, quoi. Donc, bien évidemment, c'est toujours plus compliqué que les gentils et les méchants. En tout cas, le fait est que le trafic de viande de brousse vide les forêts d'Afrique centrale. Aujourd'hui, il y a ce que les scientifiques appellent le syndrome de la forêt vide. On est parfois en RDC, dans des endroits très reculés, des forêts magnifiques où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans les forêts. Donc, ça peut être assez déprimant. Et donc, j'avais vu que le crocodile nain, à l'occasion de ce projet pour Reuters, le crocodile nain était vraiment l'un des animaux les plus courants qu'on trouvait sur les marchés à travers l'Afrique centrale. Donc, parce que la viande est très populaire. Elle est extrêmement bonne et en plus, il est très facile à chasser. Le pauvre, il est tout petit, il est inoffensif et il est très facile à attraper. Et grâce à la Wildlife Conservation Society WCS, j'ai pu partir dans une réserve très reculée qui est la réserve communautaire du lac Télé, dans l'est du Congo-Brazzaville, dans le nord-est. Et là-bas, la chasse au crocodile est autorisée pour la consommation locale. Parce que c'est une réserve communautaire, donc il y a des villages qui sont dans la réserve. C'est pas comme un parc national où il n'y a pas d'habitants. Là, c'est une réserve. Il y a des villageois, des pêcheurs, des chasseurs. Et donc, j'ai pu passer une semaine en forêt avec des chasseurs puisque je voulais voir comment on chassait le crocodile. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer comment le crocodile est chassé en grande quantité et comment les gardes forestiers essayent de suivre, de monitorer, excusez-moi l'anglicisme, la chasse au crocodile entre ce qui va être consommé localement et ce qui est en train d'être envoyé en dehors de la réserve pour être vendu sur des marchés, ce qui est interdit. Donc c'était assez intéressant de voir ça et puis assez impressionnant de voir les techniques de chasse. En fait, ils prennent une liane, ils coupent une liane d'un arbre qui fait plusieurs dizaines de mètres. Et au bout de cette liane, ils attachent un crochet en fer avec une corde. Et ensuite, on va dans les marécages, on est parfois jusqu'à la taille, et ils trouvent les terriers des crocodiles et ils plongent la liane
à l'intérieur du terrier et ils tirent. Et s'ils sentent de la résistance, c'est qu'il y a un crocodile et ils tirent le crocodile. Et là, ils sont 3 à l'extérieur du terrier à se jeter sur le crocodile avant qu'il puisse s'enfuir ou qu'il puisse mordre parce que même s'il n'est pas très dangereux, c'est quand même une morsure qui peut faire mal. Et donc, quand on est sorti de la forêt, après une semaine à patauger dans les marécages, je voulais faire des portraits qui avaient un air un peu plus glorieux que l'état dans lequel on était après une semaine en forêt. Et j'ai fait un portrait avec un flash euh, devant la rivière Likwala de Brice, qui était l'un des chasseurs, et c'est ce portrait qui a été primé. Est-ce que c'est une espèce qui est en voie de disparition, du coup, parce qu'elle est surpêchée? Oui, il y a un impact fort de la chasse au crocodile sur cette espèce. À quel point, c'est pas encore très clair. Déjà parce que c'est une espèce qui a souvent été divisée et redivisée par les scientifiques, donc c'est difficile de savoir concrètement le crocodile nain du Congo qui a été récemment séparé du crocodile nain, etc. Donc il n'y a pas d'études concrètes encore. Mais en tout cas, dans la réserve communautaire du lac Télé, là où j'avais fait ce reportage, là, on voit, il y a eu des études locales qui ont montré qu'il y a un impact concret sur la population. Oui. Mhm. Comment tu fais pour travailler en sécurité en République démocratique du Congo? En sécurité par rapport aux animaux ou par rapport aux hommes? Bah, les deux, On hein, ma peut foi. aborder les deux sujets Qu'est-ce qui te vient à l'esprit dans d'ailleurs, l'ordre que tu veux, quand on pose la en question? termes de danger. Mais quand on me pose la question en RDC, je pense que la République démocratique du Congo, c'est souvent un pays qui est intimidant. Donc on me demande souvent comment ça se passe au Bah, niveau souvent de en la... proie à des conflits, malheureusement, Exactement. conflits armés. C'est-à-dire qu'il y a tout l'est du pays qui est en guerre permanente depuis plusieurs dizaines d'années. Un conflit oublié dont on parle peu, un conflit qu'on... À Bayeux, il y avait un sujet très fort cette année dessus. Voilà, il y a des choses qui sont faites, beaucoup, mais quand je dis on en parle peu, ce que je veux dire, c'est que on a du mal à réaliser l'impact de ce conflit et on a du mal à réaliser le nombre de morts. C'est plus de 6 millions de morts Ouais, c'est comme la depuis guerre le au début. Soudan, c'est des guerres qu'on Voilà. appelle oubliées, clairement. C'est oublié, et puis c'est aussi que c'est des conflits qu'on ne comprend pas en Europe. C'est difficile à vrai. expliquer, c'est difficile à résumer. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, il est extrêmement compliqué. Ça implique plusieurs pays, plusieurs problématiques, plusieurs causes. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc quand je travaillais en RDC, quand j'habitais en RDC, j'y travaille encore régulièrement, mais je n'y vis plus. Quand j'allais dans l'Est, donc là où il y a les conflits, dans certaines zones, on est accompagné de gardes forestiers et parfois aussi on a une escorte des Nations Unies, des casques bleus dans certains endroits où c'est risqué. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mon premier reportage qui était dans le parc national de Kaouzi-Biega, dans le sud Kivu, c'était avec une escorte de gardes forestiers, toujours, parce qu'il y a des groupes armés qui sont actifs. Donc il faut toujours avoir une certaine sécurité. Bien évidemment, il peut quand même y avoir des problèmes, mais c'est vrai que dans l'Est de la RDC, c'est quand même un contexte compliqué. Il faut bien préparer les missions. Ton premier livre va paraître, Congo, avec un K. Donc tu as vécu 10 ans là-bas. Quel souvenir te reste de ces années passées sur place et pourquoi ce livre à ce moment-là qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, pour préciser, j'y ai vécu 5 ans, mais dans l'ensemble, ça fait 10 ans que j'y travaille. Ok, C'est-à-dire, ouais. même après être parti, je continue à y passer la moitié de l'année et j'y fais 90% de mon travail. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? On trouve un voyage à travers la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était faire un état des lieux du bassin du Congo. Donc, vie sauvage, scientifiques, communautés locales, chasseurs, communautés autochtones aussi, que j'inclus dans les communautés locales. L'idée, c'était la conservation de la faune dans le bassin du Congo, la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça ressemble? Qui c'est qui travaille là-bas? Qui c'est qui protège? Qui c'est qui... et essayer de faire comprendre un peu mieux à travers 10 ans de reportage dans la région. Et j'y ai mis un cas à Congo parce que c'était comme ça qu'on épelait le royaume Congo avant la colonisation. Donc c'était aussi une sorte d'hommage à une Afrique centrale avant les frontières dessinées à l'époque coloniale. Cette année, la COP 30 se tient au Brésil, un endroit où s'étend une grande partie de la forêt amazonienne. En quoi la forêt du bassin du Congo est tout aussi importante
à préserver pour l'environnement? Déjà parce qu'elle stocke au moins autant de carbone que l'Amazonie, malgré la taille plus petite. Et ça aussi, on n'en parle jamais, hein. Enfin, je Et veux dire, par exactement. rapport à l'Amazonie. Exactement. Et donc déjà, c'est une première raison importante. Ensuite, parce qu'il y a des espèces euh, qui sont, euh, qui sont emblématiques et qui sont importantes pour la santé de la forêt. Je vous donne un exemple. Dans la forêt d'Afrique centrale, il y a de la mégafaune qu'on n'a pas en Amérique du Sud. On n'a pas de mégafaune en Amazonie. En Afrique centrale, on a les éléphants de forêt et bien évidemment les gorilles, les chimpanzés, etc. On en a parlé. Et chacune de ces espèces a un impact fort sur la forêt. Bien évidemment, en Amazonie, chaque espèce a aussi un impact fort, mais il y a ces espèces emblématiques. L'éléphant de forêt, par exemple, il disperse les graines des plantes qu'il mange à travers la forêt. On l'appelle l'architecte ou le jardinier de la forêt. Et donc, c'est des espèces qui ont, sous leur coupe, sous leur influence, une bonne partie de la santé de la forêt. Et c'est important de protéger cette région-là. Il y a aussi une biodiversité bien sûr exceptionnelle et aussi très méconnue. Par exemple, les amphibiens et les reptiles d'Afrique centrale sont beaucoup moins bien étudiés que ceux d'Amérique du Sud. Il y a eu beaucoup moins, de manière générale, d'études scientifiques dans le bassin du Congo qu'en Amazonie. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Alors, on reste sur le continent africain, direction le Gabon, où tu as travaillé sur les fameux éléphants de forêt là, que tu viens de citer. Nous en avons également parlé la semaine dernière, un petit peu. Louise Maganga, directrice de communication de l'ONG Space for Giants, revient sur la mission qu'elle t'avait confiée. Monsieur Thomas est arrivé, je pense, il y a quelques mois, et nous avons directement dû aller sur le terrain. Nous avons fait 2 provinces. C'est vrai, il était à Libreville, mais nous sommes quittés de Libreville pour aller à Mouila. Mouila, c'est une ville qui est située dans la province de Langounié. Nous y avons passé 4 jours. On a très peu dormi. On était vraiment sur le terrain et il nous fallait vraiment capturer des moments clés de notre travail en soi, l'interaction avec les communautés, la forêt elle-même, l'habitat. Ensuite, nous avons voyagé par voie terrestre pour nous rendre à Gamba. Et je peux dire qu'une fois à Gamba, ça a été encore plus difficile parce qu'on devait se lever très tôt le matin à 5 heures pour pouvoir capturer les éléphants au crépuscule. Il faut dire que les besoins que j'avais en ce temps-là n'étaient pas juste liés au travail au sens strict du terme, du moins notre travail. J'avais voulu également capturer vraiment la beauté de la biodiversité au Gabon. Du coup, Thomas l'a fait avec brio, je le dirais vraiment, parce que on a été extrêmement, je souligne vraiment le terme, extrêmement satisfait du résultat. Les vues de drone des lagunes qui sont juxtaposées quasiment à la mer. Au Gabon, c'est juste magnifique avec la forêt, la verdure. Voilà, je vous laisse juste imaginer, c'est juste magnifique. On a pu capturer des éléphants au coucher de soleil, au lever du soleil. Durant notre temps sur le terrain à Gamba, on a dû à des moments étudier les temps de passage des éléphants. Pour moi, c'était vraiment une première. Pour ma part, en tant que directrice pardon, de communication, c'était vraiment la première fois que je voyais autant d'éléphants comme ça, en plein jour, et aussi, disons, au coucher du soleil. Vraiment, c'était une première. Mais l'expérience de Thomas nous a aidé à définir les plages horaires auquel on se rendait compte que les éléphants passaient, c'est-à-dire qu'ils passaient exactement à la même heure, sinon à une différence à peu près de 5 à 7 minutes. Donc on savait, on avait pu avoir connaissance des lieux où ils avaient l'habitude de passer. Tu nous parles un peu de cette expérience pour Space for the Giants? C'était formidable et je remercie Louise d'avoir pris le temps. C'était une super collaboration. En fait, ce qui est intéressant dans cette collaboration et dans le Gabon en général, c'est que les éléphants de forêt, déjà à la base méconnus du grand public, on imagine souvent les éléphants dans la savane, on a tous ces images en tête Ouais, bah ouais. qu'on a vues des milliards de fois, mais il y a une autre espèce, c'est une espèce à part entière, l'éléphant de forêt qui est un peu plus petit, qui est morphologiquement différent et qui vit donc dans les forêts denses d'Afrique centrale et de l'Ouest un petit peu. Est-ce qu'on peut le rapprocher des éléphants qu'on peut voir en Asie parfois? Parce que moi, j'avais des images d'éléphants en forêt, mais
en Asie du Sud-Est ou autre, mais absolument pas en Afrique, où c'est deux espèces totalement différentes. Alors, on peut les rapprocher dans le sens, tu as raison, où elles vivent dans le même habitat, parce que Ouais, c'est ça. vrai que les éléphants d'Asie sont dans la forêt aussi, mais c'est pas du tout la même espèce. Hmm. Il y a vraiment 3 espèces d'éléphants, donc éléphant de savane, éléphant de forêt en Afrique et l'éléphant d'Asie. Euh, et, et donc, ces éléphants de forêt, leur population ne cesse de chuter depuis l'époque coloniale. Et il y a beaucoup d'endroits en Afrique centrale où il y en a plus, ou quasiment plus. Moi, j'ai travaillé dans certaines régions où il est impossible de voir un éléphant de forêt. On ne les voit plus, il y en a plus. Trop de braconnage, trop de perte d'habitat. À côté de ça, il y a des endroits où il y en a tellement que c'est dangereux. On n'a pas le droit d'aller en forêt la nuit. Vous savez, dans tous les endroits bien protégés, interdiction d'aller en forêt la nuit. Personne ne va en forêt tropicale la nuit. L'éléphant, c'est le danger numéro 1. Croiser un éléphant dans la forêt, je vous assure, c'est extrêmement impressionnant. C'est à la fois un émerveillement, parce que c'est quand même extraordinaire de voir ça. C'est quand même, au niveau taille sur notre planète, c'est quand même ce qu'on a de plus proche d'un dinosaure aujourd'hui. Quand tu es en pleine forêt tropicale et que tu vois cette tête massive qui sort de derrière la végétation, tu es émerveillé, tu veux faire une photo et en même temps, tu as les pisteurs autour de toi qui te font comprendre que vigilance absolue. Et on écoute les pisteurs, c'est-à-dire s'ils te disent tu bouges pas, tu bouges pas. S'ils te disent tu te caches derrière l'arbre, tu te caches derrière l'arbre. Et s'ils te disent tu cours pour ta vie, tu cours pour ta vie. Vraiment, tu écoutes absolument tout ce qu'on te dit. Et je vous jure qu'on court beaucoup en Afrique centrale. Il y a eu des moments, on y reviendra peut-être plus tard, où c'était très stressant. Et donc, le Gabon, c'est le pays d'Afrique centrale qui a le mieux protégé sa faune, et notamment les éléphants de forêt. Le Gabon, c'est un pays relativement petit, avec principalement de la forêt tropicale et très peu d'habitants. Donc, et aussi une protection efficace de la faune, active. Donc, il y a beaucoup d'éléphants, et il y en a tellement que c'est un vrai problème de société, en fait, au Gabon. C'est-à-dire que le nouveau président, il en avait fait un axe de campagne, et SFG, Space for Giants, m'avait demandé, en collaboration avec la Wildlife Conservation Society, WCS, d'aller faire des images, des initiatives qui sont mises en place pour contrer ce problème des éléphants au Gabon, parce qu'il y a des gens qui perdent leur culture, toute leur plantation à cause des éléphants. Il y a des gens qui sont obligés de quitter leur village parce qu'il y a trop d'éléphants. Et au Gabon, on ne tue pas un éléphant. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Donc, il fallait documenter un petit peu le travail qui est fait par cette ONG. Et c'est ça que j'ai fait avec Louise, et ça m'a permis de travailler pendant plusieurs semaines dans un endroit avec une abondance d'éléphants dont on ne peut que rêver dans d'autres endroits d'Afrique centrale, et c'était absolument exceptionnel. Donc, au niveau de ces interactions entre les hommes et les éléphants, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as vu et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place? Des clôtures électriques mobiles, tu parles de cultures dévastées. Comment on fait pour cohabiter là-bas? Alors, bonne question. J'aurais dû commencer par là. Le travail de Space for Giants, c'est d'installer des clôtures électriques autour des champs, tout simplement, pour repousser les éléphants, pour que les éléphants ne pénètrent pas dans les plantations de manioc, de bananes, etc. Et donc, c'est une proposition de solution qui doit encore être testée sur le plus long terme, mais en tout cas, c'est une proposition, c'est quelque chose qui est fait. Et les fermiers, les paysans, les agriculteurs sont contents. Après, ça demande de l'entretien, bien évidemment, parce que si la végétation repousse partout au-dessus de la clôture, l'efficacité n'est plus là. Donc, j'ai pu voir les solutions qui sont mises en place. J'ai pu parler à des gens qui me disent « Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment ça se fait que les animaux dans ce pays soient plus importants que les hommes ?» Et c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ça que vivre en Afrique centrale m'a appris il y a longtemps déjà, c'est qu'il faut réaliser que aimer les gorilles, les éléphants et vouloir les protéger, c'est aussi un luxe de gens qui peuvent se permettre. Pour nous, c'est important, mais pour les populations locales qui ont juste besoin de vivre,
et de joindre les deux bouts. L'éléphant, non, c'est pas la priorité. Donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, mais j'ai vu des choses exceptionnelles au Gabon. J'ai vu des villes, des villages où il y a une cohabitation exceptionnelle, où les gens en voiture s'arrêtent pour laisser passer un troupeau d'éléphants. Alors qu'à côté de ça, j'ai vécu 5 ans en RDC où j'ai jamais vu un seul éléphant et où ils sont chassés, braconnés de manière très intense. Et là, au Gabon, on voit des villes entières où les gens laissent passer les éléphants comme sur un passage piéton. Donc c'était assez exceptionnel de voir ça. Mhm. Louise, elle évoque le drone dans son témoignage. C'est facile d'avoir les autorisations sur place? Ça dépend des pays, tout simplement. Il y a Ouais. certains pays qui demandent une autorisation délivrée par le gouvernement, par les autorités locales, donc il faut faire la demande, etc. Ça peut prendre du temps. Il y a des pays qui sont beaucoup moins regardants, donc en fait, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, j'utilise mon drone quasiment uniquement dans des endroits isolés où il n'y a pas des gens qui vont s'agglutiner autour de moi. J'essaye de ne pas attirer l'attention parce que c'est vrai que c'est des pays au contexte politique parfois compliqué, parfois instable. Pas tous, on ne va pas partir dans les clichés. Mais en tout cas, j'essaye toujours d'être un peu discret. Mais les autorisations de drone, ça dépend des gouvernements. Et à quelle distance tu peux t'approcher de la faune en drone, par exemple, pour documenter ce sujet sur les éléphants de forêt? C'est vrai que le point de vue aérien est particulièrement intéressant, hein, avec ces histoires de clôture ou des clairières. On peut imaginer comme ça des éléphants en train de se baigner ou autre. Tu t'imposes, on va dire, une éthique sur place où il y a des règles qui consistent peut-être à ne pas s'approcher à moins de, je sais pas, une dizaine de mètres de. Ouais, c'est une bonne question. Il n'y a pas de règle officielle. Ce que je fais, en premier lieu, je demande aux gens qui m'accompagnent, qui ont l'habitude de la vie sauvage, qui ont l'habitude de ces zones-là, et je demande toujours, et le drone, c'est possible? Et de suite, je vois. Je vois si la personne est réticente ou pas. Il y a des endroits où ils n'aiment pas ça. Ils disent, ah non, tu vas déranger. Dans ce cas-là, bien évidemment, je ne touche pas au drone. Il y a des endroits, au contraire, où on me dit, non, non, vas-y, ça va être super, envoie ton drone de suite. Donc, dans ce cas-là, je le fais. Et là, pour le Gabon, un moment, justement, on a vu un troupeau d'éléphants qui sortait de la forêt et qui a avancé en plein milieu de la route, sur la route, pendant peut-être 200-300 mètres. Et, et l'équipe qui était avec moi, l'équipe de Louise, me disait, envoie le drone, tu vas avoir une super vue. J'ai essayé. À peine le drone s'est approché, j'ai vu que les éléphants ont accéléré le pas. Donc, j'ai dit, je renvoie le drone. C'est non. Si les éléphants accélèrent, c'est que ça les effraie. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Donc, je vais toujours petit à petit. Je m'approche. D'abord, je commence de très loin et j'approche petit à petit. Et s'il y a la moindre réaction négative de l'animal, je renvoie le drone chez moi. Hmm. On traverse l'Atlantique pour aller dans la réserve Tesoro Escondido en Équateur. Nous allons évoquer ta passion pour les reptiles, mais aussi le soin que tu portes aux relations humaines lors de tes reportages, comme le souligne Citlali Morelos, directrice de la réserve. J'ai rencontré Thomas il y a 4 ans environ. Il avait eu vent de notre travail par un autre photographe qui était venu au Tesoro. Il nous a écrit et je crois qu'à ce moment-là, il travaillait pour France 24. Il faisait un sujet sur le Covid. Il a réalisé un autre sujet sur la réserve de Tesoro à la même période. Piece on the work of Tesoro in that time. So I think we became friends very quickly. I went with him to the reserve. Nous sommes devenus amis très rapidement. Je suis allé avec lui à la réserve. Je crois qu'il y a quelque chose que j'aime vraiment chez lui, c'est la façon dont il a perçu la conservation et le travail que nous faisons d'une manière plus générale. Il a non seulement pris des photos de la biodiversité que nous avons, la réserve de Tesoro, dans une zone très riche de ce point de vue. On y trouve de nombreuses espèces de serpents, grenouilles, tout ce qui touche à l'herpétologie. Et Thomas aime beaucoup cela. But he saw more than that, no? So he saw also the problems that we are facing there in that area, Mais il a vu plus que cela. Il a témoigné des problèmes auxquels nous faisons face dans la région, la déforestation, l'abandon du gouvernement. Il a aussi vu tout le travail que les gens font là-bas pour préserver cette zone.
we work in a system where we Il est train the devenu ami people très to rapidement become avec les équipes biologists sur le and terrain. research Nous assistants. faisons en sorte And they were all very d'entraîner les interested also in locaux à Tesoro, devenir des a couple of parabiologistes comme them des followed assistants de Thomas and recherche. went out Et with ils étaient him, tous and he très was intéressés always aussi par la explaining photographie. to them, Certains d'entre eux how l'ont they suivi could sur le improve their terrain, il leur photographs. expliquait So he comment became ils very pouvaient améliorer quickly leurs photos. part of the family of Il est Tesoro, devenu and rapidement that's why un he came membre back de la famille de Tesoro, et c'est a lot of pourquoi il est times. revenu He became beaucoup de friends with fois. the neighbors, and he Il was était very ami avec les interested to voisins, see était très how intéressé de conservation voir comment le works in that travail de area. conservation Like not fonctionne only dans cette about zone, the beautiful pas animals and seulement the spider monkeys de and voir everything. tous So les magnifiques he animaux wanted comme to les singes know araignées, more il voulait en more savoir about plus sur our notre work. travail. So that's C'est quelque something chose que that I j'apprécie really beaucoup. liked. Il He est même even allé once went dans to une communauté some indigène qui indigenous s'intéressait à la community restauration des that habitats. was about Il a passé du temps restoration en and échangeant avec les habitats. gens là-bas. And he Il est went to allé an visiter une indigenous ferme. Il a community, fait voler son talked to the drone en people expliquant aux there, gens went pourquoi to il visit utilisait cet a engin et farm there, en and leur he montrant he flew the comment drone la to explain perception du to the people paysage there while he évolue was en faisant des flying the prises de vue drone de to cette see manière. Il est devenu ami how avec tout le the monde landscape et was tout le monde aime changing, Thomas dans le So Tesoro. he became friends with everyone. Everybody loves Thomas in Tesoro. Ça m'étonne pas. Tu peux te présenter aux élections locales peut-être, hein? Écoute, je pense que le programme est en cours d'élaboration. Tu peux nous parler un peu de cette réserve? Ah, je sais pas si j'ai envie d'en parler. C'est tellement un coin de paradis. J'ai Ah. envie d'en parler et en même temps, je veux le garder secret. Oui, c'est normal. Non, vraiment, c'est exceptionnel. J'ai découvert cet endroit. Enfin, j'ai commencé à travailler là-bas grâce à un photographe qui me l'avait conseillé. Comme Citlali le disait, nous, on est de suite devenus amis. C'est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est dans la région qu'on appelle le Choco. Le Choco, c'est à l'ouest des Andes. À l'est, on a l'Amazonie, que tout le monde connaît. Mais les gens ne savent pas qu'à l'ouest des Andes, de l'autre côté, il y a une autre forêt tropicale humide qu'on appelle le Choco et qui est séparée de l'Amazonie avec des espèces différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une biodiversité au niveau amphibien qui est l'une des plus élevées de la planète. C'est l'un des endroits les plus humides de la planète, ce qui pour la biodiversité est toujours bon. Et le Choco, il y a le Choco andin, donc sur les Andes qui redescendent, et il y a le Choco ensuite des basses terres, où c'est de la forêt tropicale dense. Et c'est vraiment fascinant, mais il y a plus de... Si ma mémoire est bonne, il y a plus de 70% de cette forêt tropicale du Choco qui a été détruite par la déforestation. Donc, c'est vraiment, il y a une course contre la montre à l'heure actuelle des scientifiques et des écologistes pour protéger le Choco. Et Citlali en fait partie. Elle a une énergie extraordinaire. Elle gère une réserve qui s'appelle donc Tesoro Escondido, donc le trésor caché, ça veut dire. Et elle gère cette réserve depuis de nombreuses années. Et elle se démène pour trouver des fonds, des projets avec les communautés locales, des projets pour le singe araignée qui se trouve par là-bas aussi. Donc, je suis très admiratif de ce qu'elle fait et des gens avec qui elle travaille sur le terrain. Et donc, c'est une forêt peu connue et qui a pourtant une biodiversité absolument exceptionnelle. Elle a évoqué dans son témoignage ta passion pour les reptiles. On aurait pu en parler par rapport au Gabon, hein, déjà. La vipère du Gabon, par exemple, c'est un reptile aussi impressionnant que photogénique, ou bien d'autres espèces, hein, la vipère hortente, les mambas, Tout à fait. Tu peux d'ailleurs au passage peut-être nous en glisser quelques mots, mais Oui. comment c'était venu cette passion pour les reptiles? Ben ça, c'est vrai que c'est ma petite passion perso. Chacun son délire. Hein, chacun son délire, ouais. Moi, c'est les serpents. Ça a toujours été depuis l'adolescence, même avant l'adolescence, je pense. Ils m'ont toujours fasciné. Bon, déjà, j'ai toujours été fasciné par la vie sauvage en général. C'est clair, les animaux, ça a toujours été mon truc. Et puis, à un moment, ça s'est un peu bloqué sur l'herpétofaune et sur les serpents en particulier. Et j'ai de la chance puisque je travaille dans des endroits où il y en a beaucoup. Donc, en fait, je m'arrange pour travailler dans des endroits où je sais que je vais trouver des serpents. Et donc, en fait, ce que je fais quand je suis sur le terrain, où que ce soit, Australie, Équateur, Congo, Gabon, la nuit, une fois la journée de travail terminée, je pars dans la forêt pour chercher des serpents, donc pour mon plaisir perso. Quand tu pars seul, tu maîtrises coup la recherche, tu sais comment les détecter ou les trouver? Oui, tout à fait. Oui. Alors, après, précision, la recherche de nuit est différente en fonction des pays. Par exemple, comme je le disais, dans les régions du bassin du Congo où il y a trop d'éléphants, on ne peut pas aller en forêt la nuit. Donc malheureusement, il y a des endroits où je ne peux pas chercher de serpents, là où il y a trop d'éléphants. Mais bon,
C'est positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléphants et que la faune se porte bien. En Australie, on fait ce qu'on appelle du road cruising, c'est-à-dire qu'on roule avec la voiture sur la route des heures durant la nuit. Et les serpents traversent la route, ils cherchent la chaleur du bitume et on les trouve comme ça. Et en Amérique du Sud, on peut marcher en forêt la nuit. Citlali, elle m'accompagnait. Les parabiologistes qui bossent avec elle m'accompagnaient aussi, puisqu'ils sont aussi intéressés, ils ont beaucoup de connaissances. Et donc, c'est vrai que c'est mon petit projet perso à côté de mon travail, c'est de photographier les serpents et toute la diversité de tailles et de couleurs qu'on peut trouver. Et une fois, ce côté passion s'est joint à mon travail avec mon reportage pour National Geographic sur la crise des morsures de serpents en Afrique subsaharienne. Oui, où tu as écrit d'ailleurs. Bon, on va y revenir là-dessus, sur cet aspect de ton travail, mais peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus, puisqu'effectivement, on découvre dans ce sujet-là, qui est accessible sur le site National Geographic en français, que pour les Africains, dans les zones les plus reculées, c'est très compliqué d'accéder à des remèdes. Tout à fait. En fait, les morsures de serpents a été classée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme une maladie tropicale négligée. Donc elle fait partie de la liste de maladies tropicales négligées. C'est même la maladie tropicale négligée qui tue le plus de monde. Plus que toutes les Plus que autres. les moustiques? On entend parfois Alors, que les moustiques, moustique, donc le palu, par exemple, bon, ça, c'est pas négligé. Ça fait pas partie de Ok. la liste des négligés. Mais donc non, ça ne tue pas plus que le paludisme et d'autres maladies dues aux moustiques. Mais c'est un vrai problème parce que le traitement, c'est-à-dire le sérum antivenimeux, il coûte extrêmement cher. Et les gens qui sont touchés par les morsures de serpents, c'est des agriculteurs pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer le remède. Et donc, vu que les gens qui sont affectés n'ont pas l'argent pour se payer le remède, les laboratoires n'ont pas envie de fabriquer un médicament que personne ne peut se payer. Donc forcément, il y a aussi une pénurie parce que les laboratoires... ça se bouscule pas au portillon pour faire de l'antivenin. Donc c'est un vrai problème de santé publique en Afrique subsaharienne. Les chiffres disent peut-être entre 20 et 30 000 morts par an, mais je fais maintenant partie d'une fondation qui lutte contre les morsures de serpents. D'ailleurs, je pars à Brazzaville la semaine prochaine avec la fondation pour l'établissement d'une nouvelle clinique spécialisée. Et selon les médecins avec qui je bosse dans cette fondation, en fait, peut-être 50 000 morts. Donc parce qu'il y a beaucoup de morts qui ne sont pas documentées, bien sûr, puisque les gens souvent n'ont pas le temps, quand ils sont mordus, d'arriver au village avec le premier centre de santé. Des fois, ils n'y vont pas du tout, ils préfèrent aller voir le médecin traditionnel. Donc c'est un vrai problème. Tu as des anecdotes un peu à nous raconter sur tes prises de vue avec les serpents? Ah, j'en ai énormément, je vais essayer de sélectionner. Non, en Afrique centrale, j'ai de la chance parce que c'est les plus beaux serpents du monde, quoi. Alors, en général, on parle beaucoup des boas d'Amazonie, etc. Mais pour moi, l'Afrique centrale, alors, Benjamin en parlait tout à l'heure, un petit peu, il y a la vipère du Gabon, il y a la vipère rhinocéros. Si les auditeurs veulent aller sur Google, Ouais, elle est taper impressionnante, celle-là. vipère rhinocéros, on se demande comment la nature C'est peut incroyable. produire des motifs comme ça, géométriques, avec de telles couleurs. Vipère rhinocéros, c'est toujours mon petit... Alors, c'est très dur à trouver, c'est une espèce forestière qui est très, très difficile à trouver, mais à chaque fois que j'en trouve une, c'est Noël. Et ensuite, bon, bien évidemment, il y a plusieurs cobras emblématiques, et puis il y a plusieurs mambas aussi. Bref, je dirais que une anecdote, tout simplement, en Guinée, l'année dernière, j'étais avec une toxicologue américaine et je faisais des photos d'une vipère heurtante, qui est l'un des serpents qui cause le plus de morts en Afrique chaque année. Et c'était une bonne piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots, de la dangerosité des serpents. La vipère était sur un rocher. Cara, la toxicologue, l'avait capturée pour pouvoir extraire son venin plus tard. Et avant ça, j'ai fait quelques photos. La vipère était enroulée sur elle-même sur un rocher, en position totalement non agressive, non défensive, totalement détendue. C'est-à-dire, normalement, un serpent dans cette position-là, il n'y a pas de problème. Je me suis donc approché, parce que j'ai l'habitude de ces animaux, je savais que je pouvais encore m'approcher, et sans aucun avertissement, la vipère a bondi en direction de mes jambes. Je pense que ces crochets à venin ont dû passer à 2 centimètres de mes tibias, et la toxicologue m'a regardé en disant s'il te plaît, fais attention, parce que c'est vrai que quand on a un peu trop l'habitude, on devient un petit peu
on baisse un peu la garde et ça, c'était un bon rappel. Dans son témoignage, Citlali loue tes qualités humaines. Tu prends du temps sur le terrain avec les guides, les locaux, malgré les contraintes de ton métier où il faut quand même aller vite et bouger tout le temps. Oui, en fait, c'est important pour moi de prendre le temps parce que les lieux dans lesquels je travaille, ils sont façonnés par les gens qui y vivent. Et ce qui m'intéresse, c'est la relation des gens avec ce lieu-là. Dans le cas de Citlali, elle gère la réserve. Son quartier général, c'est la maison d'une famille qui habite dans la réserve. Euh, et c'est Yadira et Patricio, ils s'appellent. Et ils sont absolument extraordinaires. C'est une famille toute simple qui a une belle maison en bois en plein milieu de la forêt tropicale. Et de suite, il y a cette idée de famille. Et puis tous les soirs, quand la journée est terminée, on cuisine ensemble, on boit une bière ensemble, on discute ensemble, on s'émerveille ensemble, on s'inquiète ensemble de la rivière qui s'assèche, etc. Et puis les gens me disent, c'était comme ça avant, maintenant c'est plus comme ça, maintenant ça c'est mieux, ça c'était moins bien, etc. Et ça permet de mieux comprendre l'endroit. Et en fait, je dis souvent, pour conclure, qu'en fait, je crois que ce que je préfère sur mon métier, c'est que c'est extrêmement social. Je ne fais que parler avec des gens et passer du temps avec des gens qui ont une vie très différente de la mienne. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est super d'entendre ça, mais c'est presque à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer avec des baisses de moyens de production dans les médias de manière générale qui imposent aux reporters de passer moins de temps sur le terrain, comme le soulignait Arthur. Donc c'est presque un luxe de s'octroyer ça. Et toi, tu arrives à conjuguer les deux? Oui, c'est vrai que c'est un luxe et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de temps. Les médias ont de moins en moins d'argent. Pour parler concrètement, les médias, ils n'ont pas l'argent pour envoyer un photographe 6 semaines au fin fond de la forêt. C'est à l'exception de quelques médias qui ont encore beaucoup de budget. C'est très compliqué. Mais en fait, je m'arrange toujours pour y arriver. Soit je prends sur mes propres fonds pour rester un peu plus, soit je trouve le moyen avec une organisation qui est sur place, qui a peut-être les moyens de me faire rester un peu plus parce qu'ils ont besoin de ceci, cela. En fait, j'essaye toujours de trouver le temps et parce que si c'est juste pour aller faire des photos des animaux, en fait, ça m'intéresse pas. Voilà. On continue notre voyage autour du monde, destination l'Australie, où tu as pu photographier le crocodile de mer, un sujet qui paraîtra en janvier prochain dans National Geographic. Nous avons pu échanger avec David Thompson, qui t'a amené au plus près de ces animaux dignes de l'ère préhistorique. C'est un gros animal, un super prédateur, tout en haut de la chaîne. Il est capable d'attraper de grosses proies. Mais ici, en Australie, nous sommes très chanceux d'avoir un bon système éducatif, une bonne infrastructure. Nous pouvons laver nos vêtements dans nos maisons. Nous n'avons pas besoin d'aller au bord de l'eau où vivent les crocodiles. C'est difficile dans les pays du tiers-monde parfois. L'éducation n'est pas la réponse, mais ici, ça l'est. En Australie, ils ont besoin de construire des barrières pour se protéger des crocodiles. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent autour d'eux. Pourtant, il est facile de cohabiter avec les crocodiles quand on a l'infrastructure adéquate. Nos crocodiles sont très habitués au bateau. Nous pouvons les approcher relativement près, en toute sécurité. Ils connaissent mon bateau. Ils peuvent avoir peur des autres bateaux, mais ils connaissent le mien. Nous avons donc réussi à amener Thomas assez proche des crocodiles que nous connaissons, en toute sécurité. C'était une excellente opportunité pour lui et il a pu prendre des photos d'une mère avec ses bébés. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité. J'admire beaucoup Thomas. J'adore ses photos. C'est un très bon photographe. J'ai acheté son livre sur le Congo. J'aime qu'il ait une approche très éthique. Il travaille pour National Geographic, il est lui-même une personne irréprochable sur ce plan. Il ne recourt jamais à la mise en scène d'animaux pour prendre des photos. Il se contente d'attendre les meilleures opportunités possibles dans la nature sauvage, sans toucher ou déranger les animaux. J'admire vraiment cet aspect chez lui, parce qu'il est un photographe très soucieux de l'éthique. Il sait qu'il doit attendre.
C'est comme cela qu'un photographe en milieu sauvage obtient de bonnes images. Il doit faire preuve de beaucoup de patience. Nous avons passé un nombre incalculable d'heures sur le terrain à l'affût de la bonne opportunité. Et j'aime le fait qu'il soit habité par cette patience. Il n'y avait comme ça pas de pression. Parfois, certains de mes clients à bord veulent des résultats immédiats, mais Thomas était prêt à attendre. À attendre une journée entière pour avoir la bonne image. Nous y sommes parvenus. Il sait donc faire preuve de patience dans la nature. C'est une belle qualité. Bon, l'intitulé, ça fait un peu flipper, crocodile de mer. Pourtant, ça vit pas forcément en mer, non? C'est plus dans les rivières, les estuaires. Tu peux nous en parler un petit peu, nous présenter la bête? Oui, tout à fait. Crocodile de mer ou crocodile d'estuaire, comme on dit aussi en anglais, c'est le plus gros reptile de la planète, tout simplement. Plus gros que le crocodile du Nil? Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que le plus grand crocodile jamais capturé, c'était un crocodile de mer dans les Philippines qui s'appelait Lowlong et qui mesurait 6,20 m. 6,20 m. Ouais, c'est le plus grand jamais mesuré officiellement. C'était un crocodile de mer. Et j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de spécialistes pour le projet National Geographic en Australie. Et l'un d'eux me disait, un qui est spécialiste, Brandon Sidlow, il est spécialiste des attaques de crocodiles. Et il me disait que le crocodile du Nil a tendance à être un peu plus large, ce qui peut donner Ah oui, l'impression. d'accord. Ouais. Mais en fait, le crocodile de mer, en moyenne, le bat sur la taille, sur la longueur. Et donc, c'est un crocodile qu'on peut très facilement trouver en mer, en eau salée. Et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, mais on le trouve principalement dans les rivières d'Asie du Sud-Est, donc de l'Australie aussi, du nord de l'Australie, et dans les estuaires aussi, tout simplement. Et c'est un animal absolument fascinant, qui est quasiment inchangé depuis plus de 4 millions d'années. C'est, comme le disait l'un des spécialistes avec qui j'ai travaillé, il dit, c'est le prédateur de berge parfait. C'est-à-dire qu'il est là à attendre devant la berge, devant que des proies passent. Et déjà, il n'a pas de prédateur naturel une fois qu'il est à l'âge adulte. Et en plus, il peut prendre absolument tout ce qui passe. Et il a une résistance aux infections qui est absolument exceptionnelle. C'est-à-dire, ils ont souvent des grosses blessures, souvent pour des combats entre crocodiles, où ils perdent des membres, où ils ont des grosses cicatrices. On pourrait croire l'eau va infecter tout ça assez rapidement, l'eau sale des marécages et tout. Mais en fait, ils sont increvables. Et ils sont là et ils seront là encore bien longtemps après nous. Comment ça se passe l'approche là pour aller au contact de ces animaux avec David? Alors, avec David, il est donc lui dans le Queensland, donc sur la côte est de l'Australie. Lui, il est sur la rivière Daintree. Et lui, il est sur un bateau. En fait, il a une activité touristique. Il fait venir des touristes sur son bateau et il fait observer un groupe de crocodiles, plusieurs spécimens qu'il va voir quotidiennement. Et il amène les touristes voir ça. Donc là, c'est assez facile dans ce cas-là. On est tout simplement sur le bateau. On ne fait pas dépasser le bras. On ne fait pas dépasser quoi que ce soit parce qu'il ne faut pas rigoler. Mais après, il y a d'autres endroits où on est à pied, dans d'autres régions d'Australie. Il y a des endroits où sécuritairement, il faut faire beaucoup plus attention. C'est quand même un endroit où il y a des gens qui meurent. Pas trop régulièrement en Australie même, parce qu'il y a une densité de population assez faible et des bonnes infrastructures. Mais en tout cas, c'est extrêmement dangereux. Donc, de manière générale, c'est prudence absolue. En Australie, depuis l'enfance, les gens savent, on ne s'approche pas d'un cours d'eau. Dès qu'il y a un point d'eau, que ça soit une petite flaque ou quoi que ce soit, on ne s'approche pas. Il peut y avoir un crocodile absolument partout. Donc, c'est toujours prudence dans ce pays. Donc ça, c'est un sujet qui va paraître dans National Geographic l'année prochaine. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas encore la date. Tout à l'heure, Arthur, tu disais janvier, c'est pas décidé Pas encore. sûr. Ouais. Mais oui, c'est un projet que j'ai fait grâce à la National Geographic Society. Et en fait, l'idée, c'était de regarder comment on fait pour protéger un prédateur. C'est-à-dire, le crocodile de mer, dans les années 70 en Australie, il était quasiment éteint à cause de la chasse. Le gouvernement a interdit la chasse dans les années 70 et on est passé de 3000 individus à l'époque à plus de 100 000 aujourd'hui. C'est une prolifération impressionnante. Donc, c'est un succès
au niveau conservation. Le problème, c'est que c'est un prédateur extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, le défi des autorités australiennes, c'est comment on fait pour protéger cet animal et en même temps assurer la sécurité des gens qui vivent là. Et en fait, le reportage que j'ai fait pendant 2 ans, c'était ça. C'était aller avec des biologistes, des gardes forestiers, etc., pour voir comment on fait pour suivre cette population, pour garder un œil sur la population de crocodiles, assurer la sécurité et comment le crocodile est aussi utilisé, comment il rapporte de l'argent à travers le tourisme, à travers les pots aussi, à travers les fermes de crocodiles, comment tout ça fonctionne et comment tout ça est digne d'intérêt pour un reportage parce qu'on a de l'animalier, de l'écologie, de la science, de l'économique, Du du social. social, ouais, un peu tout ça. Ça fait longtemps que tu bosses avec Géo Géo ou National Geographic? National Géo, pardon. Ça fait depuis 2019. J'avais fait ce reportage sur les morsures de serpents et ça, c'était dans plusieurs pays d'Afrique, Guinée, Congo, Kenya, etc. Et là, tu as encore texte et photo sur les crocos ou- Alors, sur les crocos, non, c'est vrai que pour les serpents, j'avais écrit le texte aussi pour les morsures de serpents. Là, sur ce cas-là, non, je suis en charge des photos et il y a quelqu'un qui va être au texte, ce qui est la formule préférée de National Geographic, qui préfère en général faire comme ça, mais il rechigne pas de temps en temps à laisser le photographe, s'il connaît bien le terrain et s'il écrit bien, convenablement. En anglais, du coup, non? En anglais, oui, Oui. oui, oui. En anglais, il faut écrire en anglais. Donc, du coup, de temps en temps, ça peut être le cas. Hmm. Alors jusqu'ici, on n'a pas encore vraiment parlé matos. On va ouvrir ton sac photo si tu veux bien et tu vas nous décrire les boîtiers, optiques, drones et accessoires que tu utilises sur le terrain. Avant cela, un mot de Roch Lorente qui fut une grande figure de Canon France et qui porte un regard admiratif sur ton parcours. Thomas, c'est quelqu'un qui est quand même sur une production, j'allais dire, extrêmement précise. Il travaille entre autres pour National Geographic, pour Le Monde, donc il a des commandes qui sont précises. Et je trouvais que malgré ce qui lui était imposé, il produisait des images pleines d'émotion et de beauté. Et j'étais certain qu'il y avait un attrait pour le grand public pour ces images-là, au-delà de leur aspect scientifique. Elles avaient une place, j'allais dire, dans l'émotion. Et je lui ai proposé de venir à Montiller-en-Der et à Photobrac, ce qu'il a fait bien volontiers, avec la gentillesse qu'on lui connaît. Et je crois qu'il a été extrêmement content de confronter justement son travail au grand public et de pouvoir, lors de conférences également, expliquer un petit peu quelle était sa démarche de photographe, journaliste, scientifique, parce que je crois qu'on peut lui accorder ces trois adjectifs. Il ne sacrifie jamais, j'allais dire, l'encombrement à la qualité. Il est vrai que quand on veut utiliser en optique transstandard un 28-70-2, c'est une contrainte, particulièrement quand on marche en forêt, quand on marche dans des zones tropicales extrêmement chaudes. Mais j'allais dire que c'est un excellent connaisseur de la technique et c'est un excellent connaisseur de sa production. Donc il est tout à fait à même de juger la qualité de ces images et il va faire lui tous les sacrifices personnels pour apporter la plus belle image, quelles que soient les contraintes. Et ça, c'est un côté extrêmement intéressant du personnage. C'est son côté perfectionniste. Il ira, j'allais dire, jusqu'au bout des contraintes du matériel pour obtenir la meilleure image possible. Oui, moi je pense à un travail tout à fait exceptionnel qui est en cours de découverte. C'est son travail sur les crocodiles de mer. C'est un travail fantastique. Ce sont des animaux extrêmement dangereux, on ne peut pas s'en approcher. Et Canon a eu l'occasion d'aider Thomas sur des grands téléobjectifs. Alors je ne sais plus quelle focale il a utilisé, il faudra lui poser la question, mais je pense des 400, 600, voire 800 mm. Et là, j'allais dire, c'est tout le soutien que peut amener Canon à Thomas, qui est déjà très bien équipé personnellement, mais qui a parfois besoin, j'allais dire, dans certains cas, d'aller au-delà de ce qu'il possède comme matériel. Et la Canon a su parfaitement l'aider. Je crois que c'est quelqu'un qui est très apprécié par la marque. Il n'est pas ambassadeur de la marque, mais si je peux conclure avec cette petite phrase, moi je lui prédis un rôle d'ambassadeur pour la marque Canon à moyen ou à court terme, j'espère. Et en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite car il le mérite très largement.
Comment ça se fait que t'es pas encore ambassadeur Canon? Ben, c'est vrai ça, comment ça se fait? Ça me fait plaisir d'entendre Rock et c'est adorable tout ce qu'il dit. Vraiment, c'est lui qui m'a ouvert la porte de Canon. Et vraiment, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai une super collaboration, une super relation avec Canon. Et ça, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un qui aime l'image, qui aime la photo et qui est très humain. Et ça, on s'est de suite hyper bien entendu. En tout cas, il dit que tu rechignes pas à prendre un 28-70 f2 en forêt. Effectivement, quand on connaît le gabarit de l'optique, bah, ça pose question. Donc, question, pourquoi un 28-70 f2? Il y a plus léger, quoi. C'est vrai qu'il y a plus léger. Alors, je ne le prends pas à chaque fois. En fait, ça dépend de la mission et de la logistique de la mission. C'est quand même ma priorité de prendre cette optique-là. Pour moi, c'est la meilleure. Et déjà, en tant que photojournaliste, j'ai jamais besoin d'aller plus large que 28, plus grand angle. C'est très rare. Ah, pourquoi tu dis ça? Pour garder des proportions, des perspectives réalistes? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que je trouve que l'ultra grand angle, c'est pas beau. Voilà, ça, c'est un avis ok. personnel. Je n'aime pas l'esthétique des images au 16 mm, par exemple. Ça m'arrive de l'utiliser, mais uniquement quand le contexte le demande, l'exige. C'est-à-dire, je suis dans un endroit exigu, peut-être, et il faut que tout rentre, ou des choses comme ça. Mais de manière générale, je n'aime pas l'esthétique de l'ultra grand angle, et je dirais même que l'ultra grand angle rend le photographe feignant. Parce qu'on n'a plus besoin de cadrer, il y a tout qui rentre. C'est mon avis Non, et on a c'est le pas droit faux. d'en débattre. Ce serait un beau débat qu'on n'a pas encore fait ici, mais ça peut être un beau débat d'émission, ça. C'est pas mal. Ouais, et vous me réinviterez si vous faites ce débat. Grand angle feignant ou génie de la composition. Ouais, c'est intéressant. Ouais, alors bien évidemment, je suis un peu provocateur, feignant, j'y vais un peu fort, mais en tout cas, je pense sincèrement, parce que je le vois au quotidien dans mon travail, parce que ça m'arrive. Récemment, j'ai redemandé un 16-35 à Canon là, pour un reportage au Congo, et ça faisait très longtemps que j'avais plus eu du 16-35. En Je fait, crois que c'est un 14-35 qu'ils ont. oui, c'est vrai. Si ma Oui, mémoire est bonne. oui, tu as raison. F4. 14. Attends, il y a un 15, il y a un Il y a un 15-35 15-35 et un f2.8, 14. 14-35 f4. Bon, Tout à fait. pour la précision. Tu as raison. Et donc, c'est encore plus grand angle. Et bon, je dirais que, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a tout qui rentre dans un objectif 16 mm. Alors que si tu as un 35 ou un 28, ça te rend, je pense, plus créatif parce que tu es obligé de décider ce que tu vas faire rentrer dans ton cadre, ce qui est quand même l'un des principes de base de la photo. Qu'est-ce que je cadre et qu'est-ce que je cadre pas? Et donc, moi, ça me paraît être plus intéressant. Et puis je trouve aussi que ça respecte mieux, je suis moins sûr de moi, mais ça respecte mieux ce que voit l'œil humain. Ça permet un champ de vision plus réaliste et plus cadré et plus maîtrisé. Et c'est vrai que le 16 mm ou le 16-35, ou en tout cas l'ultra grand angle, c'est un piège, je trouve, parce que c'est très confortable, en fait. Il y a tout qui rentre. Et en fait, quand on prend les photos, on est là, ah, c'est super, attends, mais si, attends, je suis à 20, si je passe à 16, en fait, j'ai la voiture sur le côté là-bas qui rentre aussi, et on trouve ça génial. Et après, on regarde les photos sur Lightroom, on dit, mais non, mais en fait, c'est horrible ce que j'ai fait. Donc, en fait, j'y fais très attention, et comme je disais, le 28, en général, je ne vais pas plus grand angle que ça. J'ai quand même un 24-70 aussi. Le 24, c'est aussi bien. Mais le 28-70, pour revenir à cette optique, elle est lourde, elle est encombrante, mais il y a une qualité exceptionnelle. Et une qualité importante de cette optique, c'est qu'en forêt tropicale, il n'y a pas de lumière. Vous en parliez avec vos invités de l'émission précédente, dont Jean-Michel Krief. Il n'y a pas de lumière en forêt, donc le F2 ne peut qu'être utile. Et en plus de ça, c'est une optique qui, si je l'utilise en 50, me fait faire de très beaux portraits à F2. Et donc c'est agréable aussi. Et Rock, il posait la question des longues focales, pour le coup, avec les crocos. T'avais quoi pour bosser? Alors, je m'en souviens très bien, pour ce projet en Australie, j'ai fait 3 voyages de 6 semaines chacun. Le premier voyage, Canon m'a prêté un 400 mm avec un doubleur. Je crois que c'était le 1... Un 4? Ouais, je crois que c'était le 1.4 qui m'avait prêté à cette occasion, pas le 2. Bref, 400 mm pour le premier voyage et pour le dernier voyage, le 600. Et c'était très utile. Et c'est vrai que c'est des objectifs que moi, je ne possède pas.
puisque je m'en sers pas à chaque fois, donc ça vaut pas vraiment le coup pour moi. Et là-dessus, c'est incroyable de pouvoir avoir l'aide de Canon. Et d'ailleurs, le 600, ils me l'ont reprêté là pour mon dernier voyage au Congo. C'était super. Et niveau boîtier, alors, tu utilises quoi? Alors, mon boîtier perso qui m'appartient, j'ai un R3 et un R5. Et Canon me prête depuis un petit moment maintenant le R1. Ils me l'ont prêté pour mes 2 dernières missions et là, ils vont m'en reprêter un pour mon voyage. Je retourne au Congo en janvier. Donc, de manière générale, c'est ces gros boîtiers tropicalisés que j'apprécie beaucoup, R1, R3. Déjà parce que, bah, ils sont extrêmement tropicalisés et j'aime bien me dire, dans les conditions difficiles de la forêt dense, qu'il est résistant aux éléments. Et il n'y a pas mieux que le R1 dans ce cas-là. La prise en main est aussi supérieure. Et puis le top du top, j'ai envie de dire, c'est la sensibilité en basse lumière. Pas de lumière en forêt tropicale. Et quand on doit faire des gorilles, photographier des gorilles, des biologistes, etc., c'est un avantage d'avoir le capteur du R1 qui est absolument exceptionnel. Oui, puis Jean-Michel nous parlait de la justesse de l'exposition sur les derniers boîtiers Canon. C'est vrai qu'on s'arrête souvent sur la définition 24 millions, 45 millions, etc. Et ça, on en parle moins. C'est que, enfin, tu le constates aussi, ça? Je l'ai constaté immédiatement. Dès que j'ai acheté le R3, euh, j'en ai parlé avec Jean-Michel de suite dès que j'ai fait les premières images. Et je lui ai dit, non mais c'est exceptionnel. En fait, je prends une photo avec mon R3. Je n'ai pas besoin de retoucher quoi que ce soit. Je pourrais la prendre direct du boîtier, l'envoyer au magazine ou à l'ONG. Et ça serait acceptable comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une exposition d'une justesse avec un piqué et un contraste de suite dans l'appareil photo avant toute retouche qui est extraordinaire. Et ça, la différence, pour moi, elle est frappante, ne serait-ce qu'entre le R5 et le R3. Alors que le R5 a plus R5 de... première génération, hein, qui R5 date de première 2020. génération, tout à fait. Et le R5 a plus de pixels, ce qui, pour certains utilisateurs, pourrait paraître être un avantage, alors que pour moi, le R1, le R3 me donnent des fichiers qui sont bien supérieurs. Tu fais de la vidéo aussi un peu? Énormément, ouais. Et d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en vidéo puisque je faisais du reportage et du documentaire pour la télévision. Et aujourd'hui, j'en fais encore, je dirais en fait, quasiment 50% de mon travail encore, c'est de la vidéo. Et je le fais la plupart du temps avec mes boîtiers, avec le R3, le R1 et le R5. Juste pour revenir rapidement sur les focales, on a beaucoup parlé de photos de reptiles, notamment de serpents très dangereux. Tu utilises quoi? De la macro? Ou alors tu prends ton 28-70 pour le faire? Alors, pour les serpents, 95% du temps, c'est l'objectif macro. Parce que... Le 100 mm? 100 mm, ouais. Le 100 de Canon. Et c'est l'objectif qui correspond le mieux à la photographie de serpent, parce qu'un serpent en général c'est relativement petit, à part certaines exceptions. Et après, s'il faut faire du grand angle, 28-70, et s'il ne faut pas s'approcher parce que c'est trop dangereux, 70-200. Alors, tu travailles avec de prestigieux supports comme Le Monde, National Geographic ou encore Géo. Valerio Vicenzo, responsable de la photo du magazine mensuel, nous raconte pourquoi il fait appel à tes services. À Géo, on voulait produire un sujet depuis plusieurs années d'ailleurs sur les éléphants de forêt en République du Congo. C'était un sujet un peu compliqué parce que cher à monter, mais aussi difficile parce que les éléphants de forêt, contrairement à leurs cousins des savanes, sont très difficiles à prendre en photo. Il faut avoir l'équipement qu'il faut, des pièges, des caméras pièges, s'armer des patience et puis savoir les prendre en photo. On avait essayé avec d'autres photographes, on avait monté des budgets, on avait échoué plusieurs fois. Et puis Thomas, en fait, il m'a contacté, il avait déjà un stock de photos sur le sujet. Et du coup, on a convenu de l'envoyer pour faire, disons, un complément de ce qu'il avait déjà. Donc, on était rassurés par le fait qu'il avait déjà des photos sur le sujet, chose assez rare, donc c'était aussi un coup de chance. Et finalement, ce qu'il a fait en prod était tellement bien qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser ses archives. Il a vraiment ramené beaucoup de matériel de très bonne qualité en très peu de temps, finalement. Même ces photos caméra piège qui n'étaient pas, en fait, on savait qu'il aurait pu venir bredouille,
finalement, il nous a ramené des images vraiment étonnantes. Donc, on était très contents. Que depuis, on est en contact régulier. Ce que j'aime beaucoup dans Thomas, c'est un photographe qui a plusieurs qualités et qui ne sont pas seulement les qualités de prendre une bonne photo, mais c'est quelqu'un de très positif dans l'attitude. Et ça, c'est assez fondamental pour un photojournaliste. C'est d'abord un journaliste, donc il propose beaucoup de sujets. On n'est pas capable de les suivre sur toutes ces propositions, mais moi j'apprécie beaucoup le fait qu'il soit toujours dans la proposition du sujet. Il a aussi plusieurs cordes à son arc parce qu'il me montrait récemment les vidéos qu'il fait de ses reportages. Et honnêtement, ils sont très très bien faits. Donc on sait qu'on va utiliser aussi son matériel vidéo dans les reportages. Donc c'est vraiment un photographe qui est à 360 degrés. Il n'a pas que des qualités de photographe, il sait aussi monter les projets, il sait proposer des sujets, et il comprend quel est l'enjeu aussi en termes de sujet, donc l'angle journalistique au-delà des photos. Et ça, c'est assez rare. Et d'ailleurs, c'est un des rares photographes qu'on peut envoyer sur le terrain et qui peut aussi réécrire un texte. Et ça, dans un contexte de photojournalisme en crise, ça, c'est intéressant, ça fait des économies et ça, il ne faut pas le négliger. Valerio, il souligne que tu es très positif dans l'attitude et on peut en témoigner avec Benjamin aujourd'hui et que c'est fondamental pour un photojournaliste selon lui. Pourquoi? Alors déjà, je me répète, mais je suis touché par ce que dit Valerio. Décidément, ça me fait rougir tous ces témoignages parce que c'est des choses très positives. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup. Valerio, il dit que je suis positif et que c'est important. Ben, disons les choses, c'est un métier difficile. C'est un Mhm. métier difficile. C'est un métier où il faut une persévérance à toute épreuve. C'est-à-dire le nombre de fois où on se prend des refus sur les propositions, sur tout. C'est si on n'a pas cet état d'esprit positif et cette envie et cette passion et de continuer à proposer, même si ça fait 3 mois que ce qu'on propose, ça passe pas, bon, ben, dans ce cas-là, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut essayer. Bon, et après, il y a des moments difficiles, bien sûr, comme dans tous les métiers, mais j'essaye de rester positif, oui, je crois. Et il souligne également que tu fais beaucoup de propositions. Ah, c'est quelque chose que tu as tout le temps en fil rouge, c'est-à-dire que même quand tu es sur le terrain quelque part, tu te dis, attends, il faut que je bosse, il faut que je propose des trucs en rentrant. Enfin, à quel rythme tu proposes tes services? Ah, c'est un rythme assez élevé, je dirais, mais je dis pas ça comme une qualité ou comme un compliment, c'est aussi une critique que je me fais, c'est que le problème, et je pense que ça se retrouve chez beaucoup de photographes, c'est que c'est un métier de passion et donc on est un petit peu obsédé par notre métier et c'est dur d'en sortir. C'est dur de penser à autre chose et j'y pense, quand je suis sur le terrain et j'y pense un peu trop quand j'y suis pas aussi. Ce qui est peut-être parfois difficile pour mes proches, mais c'est vrai que oui, je propose beaucoup parce que, j'ai beaucoup d'idées, parce que j'ai la chance de beaucoup voyager, c'est pas pour ça que j'ai des idées, c'est pas parce que, je suis talentueux, c'est parce que j'ai la chance de voyager et de rencontrer des gens et de me retrouver dans des situations qui me disent: «Mais attends, mais là, il y a un reportage, là, il y a un truc à faire» et donc du coup, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Après, il faut creuser les idées, bien sûr, parce qu'entre une bonne idée et un reportage potentiel, il y a un fossé, hein. Les magazines comme Géo, National Geographic, ils sont portés par l'image. Et parfois, il y a des sujets de reportage extraordinaires, mais qui sont difficiles à mettre en image. Et donc, ça passe pas. Donc, quand il y a une idée, la première chose, quand même, c'est de creuser et de voir, faire une liste. OK, ce reportage-là, un reportage photo, ça se raconte en 12, 13, 14 images. Est-ce que sur ce reportage-là, sur cette idée-là, je peux avoir 14 photos différentes, variées, qui vont montrer différents aspects de l'histoire? Et si on voit que c'est bon, on propose. Mais les propositions, pour qu'une proposition soit acceptée par un magazine, il faut un alignement de planètes parce que souvent c'est ah oui, mais c'est une bonne idée, mais on a fait quelque chose de similaire récemment, donc ah mince, ça passe pas. Ou alors ah non, on n'a plus de budget, on a trop bossé sur ce continent récemment, on voudrait faire d'autres choses. Donc il faut en permanence proposer, quoi. Et quelle place prend la vidéo du coup dans une journée type de prise de vue sur le terrain? Ça dépend ce qu'on me demande.
est-ce qu'on va me demander que de la photo ou que de la vidéo? Mais parfois, on me demande pas de vidéo, mais je le fais quand même parce que Mhm. je suis, comme tout le monde, addict aux réseaux sociaux et j'ai aussi envie de partager des vidéos de ce que je fais. Même sur le terrain? Ouais, même sur le terrain. Et, et ce que j'ai commencé récemment, c'est une chaîne YouTube que j'invite les auditeurs à aller voir. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Thomas Nicolon, tout simplement. Et il y en a. Et donc, c'est une chaîne sur laquelle je montre un peu les coulisses de mon travail dans la forêt. Et Valerio en parlait d'ailleurs dans son témoignage. Et c'est vrai que quand j'ai le temps en mission, j'essaye aussi de faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube. J'ai pas toujours le temps parce que forcément, quand je suis en mission, je suis en mission et la priorité, c'est quand même C'est la mission. c'est la mission. Exactement. Donc, j'essaie de me concentrer, mais oui, c'est la vidéo quand même prend pas mal de place. Et puis avec les boîtiers actuels, c'est tellement facile de passer de l'un à l'autre. Oui, mais c'est tellement chronophage aussi. La vidéo, tu fais de l'écriture, Valério l'a dit, ça peut être un réel atout, hein. Quand il y a moins de moyens, on envoie quelqu'un, il fait photo plus texte. Mais quelle place accordes-tu à l'editing photo? Est-ce que tu le fais sur le terrain? Est-ce que tu laisses un peu reposer et tu le fais quand tu reviens? Alors, l'editing photo, ma petite routine, quand je suis sur le terrain, c'est tous les soirs, je vide la carte mémoire en mettant les fichiers donc dans 3 backups différents. J'ai 2 disques durs externes plus mon ordinateur. Donc ça fait 3 backups. Tous les soirs, je vide la carte mémoire et je la formate pour la journée du lendemain. Et ce que j'essaye de faire, mais parfois je suis trop fatigué quand je suis sur le terrain, c'est donc la journée se termine, je vide ma carte mémoire et avec Photomécanique, qui est le premier logiciel que j'utilise avant de passer dans Lightroom, j'essaye de faire une première sélection. Donc je regarde mes photos à la vitesse de l'éclair et je mets une marque rouge sur les photos qui me semblent intéressantes. Autre point commun avec Pascal Maître, c'est marrant. Ah, c'est vrai? Oui, il fait ça. Ah, ok, très bien. Ah, si j'ai un point commun avec Pascal Metz, ça me fait plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'essaye de faire une première sélection parce que, bon, on voit vite les photos qui sont intéressantes et celles qui ne le sont pas. On va vite, hein. Et donc, je mets une marque rouge sur les plus intéressantes. Au final, dans mon processus total, il y aura 3 passages de sélection sur les images. Ensuite, je revois les photos auxquelles j'ai mis une marque rouge, je mets une marque jaune au meilleur, et ensuite je regarde les marques jaunes et je leur mets une marque verte. Et sur une journée où j'ai pris entre 500 et 1500 photos, au final, j'en garde 20, quoi. Et donc, la sélection de base, j'essaye de la faire sur le terrain, mais la retouche uniquement une fois que je rentre sur Lightroom. Ah, parce que tu nous disais que tu confies tes RAW à National Geo, c'est un peu particulier ça quand même comme Oui. Processus. Tout à fait. Alors là, par contre, c'est différent. En revanche, en effet, National Geographic. Alors, il y a eu beaucoup de changements à National Geographic, donc il y a peut-être des choses qui vont changer à l'avenir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils prennent les RAW, ils les éditent et ils les choisissent aussi. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la décision des images qui vont être publiées et qui ont l'editing aussi. Et comment tu le vis ça, de voir tes photos processées par une autre personne? Bah, écoute, franchement, si c'est National Geographic, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a quand même comment on dit, une exigence chez eux et aussi une volonté d'avoir une uniformisation dans le bon sens du terme de l'aspect visuel des photos. Et Ah, bien donc, sûr, on ouais. connaît. On parle de alors, pattes National Geo, hein, bien sûr. Exactement, Ouais. exactement. Donc, on est en reportage sur les crocodiles d'Australie et la page suivante, on est sur des archéologues dans le Sahara algérien. Bon, il faut qu'il y ait quand même une continuité. Donc, ça, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Et la partie texte, est-ce que tu aimes ça, faire le texte aussi? Et à quel moment tu t'occupes de cette partie-là? Est-ce que c'est sur le terrain directement? Est-ce que c'est après à t'être reposé? Comment ça fonctionne? Mais oui, j'aime beaucoup ça et je me rends compte de plus en plus que j'aime ça parce que je le fais moins souvent qu'avant. Et à chaque fois que je le fais, récemment, j'ai écrit un reportage pour Terre Sauvage. Et Excellent magazine. excellent magazine, c'était ma première collaboration, j'étais très heureux. C'est un magazine que je lisais quand j'étais plus jeune et ça m'a fait plaisir de travailler avec eux. Et, et j'ai écrit le texte et ça m'a rappelé à quel point j'aimais ça. Et en fait, je me rends compte quand je suis sur le terrain que, en fait, moi j'ai une formation de journaliste, j'ai fait une école de journalisme et donc, et puis j'ai travaillé comme correspondant pour la télévision, pour France 24. Donc en fait, j'ai des réflexes de journaliste. Quand je suis sur le terrain, les gens avec qui je passe du temps,
je les prends pas seulement en photo. Le soir, autour du feu de camp, on discute, on échange, et puis je prends des notes, je prends plein de notes sur ce qu'ils me disent, etc. Donc, en fait, le reportage, je l'écris naturellement en prenant mes notes. Quand je reviens du terrain, que je sois sur le terrain pour faire uniquement photo ou photo plus texte, je réalise que quand je rentre à la maison, j'ai toujours la matière pour écrire l'article parce que j'ai pris tellement de notes qu'en fait, bon, bien évidemment, si c'est pas moi, à moi qu'on a demandé d'écrire le texte, je l'écris pas, je Tu files n'empiète pas pas. tes notes en plus de terreau, j'espère, quand même. Ah non. Et du coup, est-ce que tu es frustré parfois de voir des textes faits avec un binôme où tu te dis, ah bah tiens, mais moi j'aurais bien ajouté ça, ou alors tu vois une perception différente de ce que toi t'as vécu? Oui, c'est une perception différente, c'est une manière d'écrire différente. J'ai pas trop de frustration là-dessus quand je vois que c'est un journaliste qui va écrire, puisque en général, c'est des gens très talentueux qui font ça extrêmement bien, donc j'ai pas de problème. Après, c'est vrai que quand c'est sur des zones que je connais bien ou des problématiques que je connais bien, je me dis, ah, j'aurais bien aimé écrire, mais le dernier reportage pour Géo, c'était mon amie Mélanie Goubi qui l'a écrit. Et elle a fait un travail extraordinaire, donc non, il y a pas de problème à ce niveau-là. Comment tu vois l'avenir de ce métier-là? Tout à l'heure, je disais que l'intelligence artificielle m'effraie un peu, Ouais. mais je dois dire qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a quand même un point positif, c'est que un photographe qui va faire un reportage, ça ne peut pas être remplacé. Donc un journal sérieux qui veut publier de vraies photos, il va pas être intéressé par l'IA. Tu veux faire un reportage sur la guerre en Ukraine, tu peux pas faire de Mais l'IA. est-ce qu'il va rester des journaux sérieux dans le futur? Alors ça c'est une bonne question, et c'est vrai que d'un côté, j'ai l'impression que le panorama médiatique se resserre de plus en plus, avec moins de journal sérieux, etc. Il se concentre, on va dire, Ouais, dans des mains parfois pas très scrupuleuses. exactement. C'est ce qu'on constate, et c'est ce qui inquiète beaucoup de gens. Je me dis aussi qu'on a prédit beaucoup la mort de la presse et la mort de la photo depuis longtemps, et j'ai l'impression qu'en fait la photo, elle est là, et elle est pas là pour, elle est pas partie pour partir. Mais oui, c'est difficile. Et puis bon, ce qui est difficile, et c'est ce que disait Valerio, c'est aussi qu'il y a moins d'argent, tout simplement, quoi. Il y a moins d'argent, et quand on propose un sujet, et puis surtout le genre de reportage que je fais, ça coûte de l'argent. C'est des endroits où ça coûte cher. 3 semaines au fin fond du Congo, c'est très très cher. Il y a pas beaucoup d'infrastructures, c'est des logistiques compliquées. Donc l'avenir de la presse, euh, j'ai envie d'être optimiste. Tu l'es, de toute façon. Je le suis, j'essaye de l'être. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour clore cet échange? Une note d'optimisme supplémentaire? Ben, écoutez, l'optimisme supplémentaire, déjà, on peut le voir à travers cette émission. Il y a une émission sur la photo. Et ça veut dire quand même qu'elle a une place dans nos vies qui est très importante. Et puis l'émission fonctionne bien, le podcast fonctionne bien, je crois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses. La photo plaît plus qu'elle n'a jamais plu. Tout le monde a un appareil photo. Regardez, mettez-vous sur Instagram, tout le monde fait de la photo. Donc je me dis que la photo a quand même de beaux jours devant elle. Et puis on va essayer de se dire ça, et de se dire qu'on va pouvoir continuer à faire ce beau métier. En tout cas, on va s'abonner à ta chaîne alors. Oui. Pour commencer. Allez-y. Suivre tes aventures. Merci Thomas. Merci à vous.